J'ai le plaisir de vous présenter ma présentation intitulée Les antithrombotiques. Les antithrombotiques sont des molécules qui agissent au niveau des différentes étapes de l'hémostase. Ils sont divisés en trois catégories: les antiagrégants plaquettaires, les anticoagulants, les fibrinolytiques ou thrombolytiques. Ils sont utilisés dans un large éventail d'indications, que ce soit en curatif comme préventif, dans les événements ischémiques et thromboemboliques. Depuis longtemps, les héparines et les AVK étaient les anticoagulants de référence, mais le marché des antithrombotiques a reconnu l'avènement de nouvelles molécules dont le but principal est de simplifier l'anticoagulation et en particulier la surveillance biologique avec une meilleure efficacité. Avant d'entamer les caractéristiques des différentes molécules, on va commencer par un rappel de la physiologie de l'hémostase pour bien comprendre la cible de chaque molécule. L'hémostase, c'est l'ensemble des mécanismes qui concourent à maintenir le sang à l'état fluide à l'intérieur des vaisseaux. Ce processus d'hémostase, qui vise donc à arrêter les hémorragies et à empêcher les thromboses, se déroule classiquement en trois temps. Hémostase primaire qui ferme la brèche vasculaire par un thrombus blanc ou clou plaquettaire, la coagulation qui consolide ce dernier en formant un réseau de fibrine, puis la fibrinolyse qui est un processus limitant permettant la destruction des cailloux ou la limitation de leur extension. L'hémostase primaire est constituée de trois étapes. Le temps vasculaire par vasoconstriction localisée qui peut soit arrêter l'hémorragie, soit au moins réduire le flux sanguin et modifier les conditions hémodynamiques favorisant le processus d'hémostase par le biais des interactions moléculaires et cellulaires. L'adhésion plaquettaire ou sous-endothélium grâce au facteur Willebrand qui sert de ciment à l'origine de l'activation plaquettaire et le recrutement d'autres plaquettes circulantes. Les produits sécrétés ADP ou formés comme la thromboxane lors de l'activation plaquettaire se fixent sur d'autres plaquettes et les recrutent, amplifiant ainsi le processus d'activation plaquettaire. La troisième étape étant l'agrégation plaquettaire qui se fait grâce au fibrinogène qui établit des ponts entre les plaquettes au niveau des récepteurs GB2B3. Le thrombus plaquettaire ainsi formé est fragile. Il doit être consolidé lors du processus de coagulation. L'élément déclenchant de la coagulation est le facteur tissulaire qui est un récepteur membranaire de très haute affinité pour le facteur 7. Lorsque le facteur tissulaire se trouve en contact du sang, il active le facteur 7 formant ainsi le complexe facteur 7 activé facteur tissulaire. Quand le facteur tissulaire est en excès, le complexe active directement le facteur 10. Quand le facteur tissulaire est en faible quantité, le complexe active le facteur 9. L'activation du facteur 9 activé en présence de son cofacteur facteur 8 activé de phospholipides et d'ion calcium permettra secondairement l'activation du facteur 10 en facteur 10A. Le facteur 10A, en présence du facteur 5 activé de phospholipides et d'ion calcium, s'appelle prothrombinase qui active la prothrombine en thrombine, transformant le fibrinogène en fibrine. Nous allons aborder les antiagrégants plaquettaires qui agissent au niveau des différentes étapes de l'hémostase primaire. L'aspirine est un inhibiteur irréversible de la cyclooxygénase, ce qui bloque la formation de la thromboxane A2, molécule impliquée dans l'agrégation plaquettaire et la vasoconstriction. Son action est rapide et prolongée. En pratique cependant, le patient récupère une compétence hémostatique 3 à 4 jours après l'arrêt de tout traitement, notion importante à connaître pour les anesthésiques et les chirurgiens. L'absorption est rapide, gastrique et intestinale. Le pic de concentration plasmatique survient 30 minutes après son administration. Les effets indésirables sont dose-dépendants et surtout digestifs comme des érosions ou ulcérations gastriques ou hémorragie gastro-intestinale. L'aspirine est manifestement utile en prévention secondaire. Il permet la réduction de 25% des événements vasculaires. Ceci a été démontré dans ces essais de prévention secondaire publiés en 2002. Concernant la prévention primaire, une méta-analyse de l'antithrombotique trialiste publiée dans le Lancet 2009 a montré une réduction de 12% des événements vasculaires graves, essentiellement l'IDM non fatal, l'impact en réduction des AVC n'étant pas statistiquement significatif. La mortalité de cause vasculaire n'étant pas significativement différente dans les deux groupes, avec une augmentation du risque de saignement gastro-intestinal majeur et d'hémorragie extracérébrale. Donc, le bénéfice-risque en prévention primaire n'est pas favorable à la prescription d'aspirine, réserve de principe faite pour les sujets à haut risque. Le clopidogrel est un antagoniste irréversible des récepteurs à l'ADP,
dont la demi-vie est de 8 heures. Son élimination est urinaire dans 50% et fécale dans 50%. Son efficacité a été démontrée dans la réduction des événements cardiovasculaires majeurs, dans la réduction du risque de thrombose de stent. L'étude CURE a évalué le clopidogrel et l'aspirine dans le SCA ST- et a démontré une diminution de 20% des éléments du critère principal. L'étude CAPRI a évalué le clopidogrel versus aspirine et a démontré une réduction du critère principal de 9% en faveur du clopidogrel. L'étude CLARITY a évalué le clopidogrel associé à la thrombolyse et a permis une diminution de 36% de l'occlusion de l'artère responsable de l'infarctus et de 20% du décès cardiovasculaire, IDM, et revascularisation en urgence du vaisseau cible. L'étude COMIT a démontré une diminution de 7% de la mortalité totale à 28 jours en post-IDM. Malgré son efficacité, le clopidogrel a ses limites. C'est une prodrogue nécessitant une cardioversion hépatique, expliquant le délai nécessaire à son action. Le polymorphisme génétique des récepteurs à l'ADP explique l'existence de mauvais répondeurs. L'inhibition de la réponse plaquettaire à l'ADP n'est inhibée qu'à la hauteur de 30 à 40%. L'effet du blocage du récepteur P2Y12 est irréversible, ce qui n'est pas sans poser des problèmes en cas de complications hémorragiques. Aussi, le clopidogrel pose deux problèmes majeurs. Résistance au clopidogrel, source de variabilité interindividuelle. Il peut être dû à un défaut d'observance, variabilité d'absorption intestinale, à une métabolisation hépatique ou à un polymorphisme génétique des récepteurs à l'ADP. Pour pallier à ce problème, il a été proposé d'augmenter la posologie des clopidogrel. Donc, comme ça a été démontré dans l'étude CURE où le critère primaire a été atteint de façon équivalente dans les deux stratégies avec augmentation des complications hémorragiques, mais aussi de recourir aux nouveaux antagonistes des récepteurs P2Y12 à l'ADP. Pour les interactions médicamenteuses IPP-clopidogrel, il y a à l'évidence une interaction médicamenteuse biologique et le lien avec les événements cliniques n'est pas facile à démontrer. Il ne faut pas donc priver les patients à haut risque d'hémorragie digestive du bénéfice d'un IPP. Le prasugrel, ou on l'appelle Le prasugrel est un inhibiteur des récepteurs P2Y12 plaquettaires de l'ADP. C'est une prodrogue dont le métabolisme est plus rapide et en une seule étape d'oxydation hépatique. Son effet est moins variable car moins dépendant des enzymes CYP 450, avec une action plus puissante que le clopidogrel, plus rapide, homogène et supérieure par rapport au clopidogrel. Son efficacité a été démontrée dans l'étude Tritantimi 38, essai de supériorité qui a inclus plus de 13 000 patients présentant un syndrome coronaire aigu avec angioplastie programmée. Une diminution de 19% du risque relatif des événements du critère primaire, les décès cardiovasculaires IDM non fatal et AVC non fatal, une diminution de 50% du risque de thrombose de stent avec un risque de saignement plus important avec le prasugrel, surtout chez les patients avec un poids inférieur à 60 kg, antécédents d'AVC ou AIT et âgés de plus de 75 ans. De ce fait, le prasugrel a obtenu l'AMM en 2009 en association avec l'aspirine. Il est indiqué dans la prévention des événements athérothrombotiques chez des patients avec un syndrome coronaire aigu traités par une intervention coronaire percutanée primaire ou retardée à la dose de 60 mg puis 10 mg par jour. Le ticagrelor est le premier antagoniste réversible des récepteurs P2Y12 à l'ADP dont la demi-vie est de 12 heures. Ce n'est pas une prodrogue, ce qui explique sa rapidité d'action. Son efficacité a été démontrée dans l'étude Plateau, étude multicentrique randomisée en double aveugle menée chez des patients présentant un syndrome coronaire aigu, avec une diminution de 16% du risque relatif des événements du critère primaire, sans augmentation significative des hémorragies majeures. L'élinogrel est un inhibiteur direct et réversible de récepteur P2Y12, utilisable à la fois par voie orale et intraveineuse, et donc a priori rapidement efficace dans l'urgence, ne nécessitant pas d'activation métabolique, lui conférant une inhibition plaquettaire rapide, importante, compétitive et réversible. L'étude Innovate-PCI est une étude de phase 2 qui a étudié le clopidogrel versus élinogrel. Un bolus IV de 120 mg
mg suivi de 100 ou 150 mg per os 2 fois par jour. Le critère d'efficacité était comparable dans les deux groupes et le profil de tolérance était comparable, ce qui justifie le passage en phase 3. Les anti-GP2 3 ans entraînent une inhibition de la formation des pores de fibrinogènes interplaquettaires, stabilisant les agrégats. C'est l'étape finale de l'activation plaquettaire. 3 produits sont actuellement commercialisés. Il y a l'abciximab, ce sont des anticorps monoclonaux anti-GP2 3 ans dont la demi-vie de liaison plaquettaire est longue avec une demi-vie plasmatique courte. Il y a l'eptifibatide, donc est un antagoniste non peptidique des récepteurs GP2 3 ans. Il y a le tirofiban, c'est un peptide de très grande affinité pour les récepteurs GP2P 3 ans. Ces deux molécules ont une demi-vie de liaison plaquettaire courte avec une demi-vie plasmatique plus longue. La récupération fonctionnelle des plaquettes est de 12 à 24 heures pour l'abciximab et de 2 à 4 heures pour le tirofiban et l'eptifibatide. Leur élimination est rénale dans 50 à 65% et biliaire. De multiples essais ont démontré l'efficacité thérapeutique de l'administration des anti-GP2 3 ans, en réduisant de façon significative les complications ischémiques à 30 jours, que ce soit au cours des ATL, des syndromes coronaires aigus, avec ou sans sus-décalage ST. Mais selon les dernières recommandations, les anti-GP2 3 ans ne sont pas recommandés systématiquement, ni avant la couro en cas de stratégie invasive, ni en cas de stratégie conservatrice. Ils sont en revanche indiqués en plus de la double thérapie antiagrégante orale en cas d'angioplasie à haut risque, si le risque hémorragique n'est pas trop élevé. Maintenant, on va entamer le chapitre des anticoagulants. Les héparines sont des substances naturelles de taille variable qui catalysent l'inactivation de plusieurs enzymes générées au cours de la coagulation, par liaison de l'antithrombine et sa potentialisation. Leur effet anticoagulant est immédiat et sont inactifs per os, ce qui requiert une administration par voie intraveineuse ou sous-cutanée. Le principal risque des héparines est la thrombopénie induite par l'héparine, qui peut être précoce dans les 48 heures suivant le début du traitement, tardive, elle est grave de mécanisme immunoallergique qui apparaît entre le 5e et le 20e jour et expose aux complications hémorragiques et thrombotiques artérielles et veineuses, imposant le recours à des médicaments de substitution comme les héparinoïdes de synthèse comme l'orgaran et les iridines comme le reflutant. La simuloparine est une nouvelle HBPM ultra légère de demi-vie de 16 à 20 heures. Son efficacité a été démontrée en chirurgie orthopédique dans la prévention des événements thromboemboliques. D'autres études sont en cours. SAVE en cours, qui est une étude de phase 3 menée chez des patients cancéreux débutant en chimiothérapie. Les résultats étaient prometteurs car la réduction de 64% du critère primaire et sans aucun cas de thrombopénie induite par l'héparine et sans augmentation du taux de saignement majeur. Les AVK entraînent l'inhibition de la synthèse hépatique des facteurs de coagulation en vitamine K dépendants. Le délai d'action est de 2 à 4 jours. Leur fenêtre thérapeutique est étroite, à l'origine d'une iatrogénicité élevée, nécessitant une surveillance biologique étroite. Ces limites ont encouragé le développement de nouveaux anticoagulants. Il y a les inhibiteurs indirects du facteur 10A, comme le fondaparinux, l'hydra et l'hydrabioparinux, d'administration sous-cutanée. Le fondaparinux est un pentasaccharide de synthèse dont la demi-vie est de 17 heures, ce qui permet son utilisation à raison d'une injection sous-cutanée par jour. Les essais MATIS-DVD et MATIS-EP randomisés dans le traitement de la maladie thromboembolique ont montré l'efficacité et la sécurité du fondaparinux dans le traitement de la maladie thromboembolique. L'étude Ephesus a démontré son efficacité dans la prévention de la maladie thromboembolique, d'où son AMM dans la prophylaxie de la maladie thromboembolique veineuse après chirurgie orthopédique à la dose de 2,5 mg par jour et dans le traitement de la thrombose veineuse profonde et l'embolie pulmonaire aiguë. Dans le syndrome coronaire aigu, l'étude OASIS-5 a démontré le bénéfice du fondaparinux en termes de réduction des hémorragies sévères chez les patients atteints du syndrome coronaire aigu ST négatif avec un surcroît significatif de thrombose sur cathéter d'angioplastie coronaire. De ce fait, le fondaparinux a obtenu l'AMM en 2002 dans le syndrome coronaire aigu à la dose de 2,5 mg par jour pendant 8 jours. L'hydraparinux est un produit voisin du fondaparinux obtenu par hyperméthylation du pentasaccharide. Sa demi-vie est de 80 à 130 heures, impliquant une injection hebdomadaire.
L'efficacité et la sécurité ont été démontrées uniquement dans le traitement et la prévention secondaire chez les patients avec thrombose veineuse profonde. La découverte d'un antidote spécifique, l'avidine, à la forme biotinylée du l'hydraparinux ou l'hydrabioparinux, a relancé des études cliniques après avoir démontré la bioéquivalence entre l'hydra et l'hydrabiotaparinux. Concernant les inhibiteurs directs du facteur 10A, on va étudier deux molécules. Le rivaroxaban, c'est un anti-10A direct qui s'administre par voie orale. Sa biodisponibilité est de 80 à 100%. La demi-vie est de 7 à 11 heures avec une élimination hépatique et rénale. Cette diapositive résume l'ensemble des études menées avec le rivaroxaban. L'étude record a démontré la supériorité du rivaroxaban comparé à l'enoxaparine dans la thromboprophylaxie après prothèse totale de hanche pendant 5 semaines ou prothèse totale de genou pendant 2 semaines à la dose de 10 mg par jour après 6 à 10 heures après l'intervention chirurgicale. Le programme Einstein a démontré une réduction de la récurrence des événements thromboemboliques veineux avec une faible incidence de saignement majeur. L'étude Rocket AF, c'est une étude randomisée en double aveugle donc chez plus de 14 000 patients en FA valvulaire ayant démontré la non-infériorité du rivaroxaban à la warfarine dans la prévention de l'AVC avec moins de saignement intracrânien et hémorragie fatale. L'étude Magellan a été menée chez les patients hospitalisés en milieu médical hors chirurgie et a montré une efficacité comparable entre le rivaroxaban et l'enoxaparine au prix d'un risque hémorragique plus élevé. L'apixaban est un anti-10A direct sélectif, rapidement observé au niveau gastro-intestinal. Et le pic d'activité est observé rapidement, 3 heures après administration par voie orale. Sa demi-vie est de 9 à 15 heures. L'alimentation est sans effet sur son absorption avec une biodisponibilité qui avoisine les 50%. L'élimination au niveau des urines est de l'ordre de 25 à 30% et de 65% dans les selles. L'efficacité a été démontrée dans la chirurgie orthopédique, dans la prévention de la maladie thromboembolique veineuse, dans l'étude Advance à la dose de 2,5 mg par jour. Averroès est un essai de supériorité en double aveugle qui a été arrêté prématurément pour cause d'efficacité de l'apixaban par rapport à l'aspirine, avec une réduction de 55% du risque d'AVC ou d'embolie systémique, un bon profil de tolérance avec une petite augmentation d'hémorragie majeure qui n'est pas significative. Dans l'étude Aristotle, l'apixaban a atteint l'objectif d'efficacité de non-infériorité par rapport à la warfarine et l'objectif de supériorité en termes de saignement majeur par rapport à la warfarine. On est arrivé au fameux inhibiteur direct de la thrombine. Le dabigatran est un anti-2A direct, spécifique et réversible, rapidement observé au niveau gastro-intestinal. Sa demi-vie est de 14 à 17 heures. L'alimentation est sans effet sur son absorption avec une faible biodisponibilité de 7%. On lui reconnaît une faible variabilité inter- et intra-individuelle et sa pharmacocinétique stable et préversible nous dispense de tout contrôle de la coagulation. Avec le dabigatran, il n'y a pas de risque de thrombopénie induite par l'héparine. Le transporteur P-glucoprotéine implique certaines interactions médicamenteuses, en l'occurrence avec la rifampicine, la digoxine, le verapamil et la quinidine. L'excrétion se fait au niveau des urines dans 85%. Les études Renovate, Remobilase et Remodel ont montré l'efficacité de la molécule en prophylaxie antithrombotique après intervention orthopédique. De ce fait, le dabigatran a obtenu l'AMM en 2008 dans cette indication à la dose de 220 mg par jour pendant 10 jours après prothèse totale de genou et 35 jours après prothèse totale de hanche. L'étude Recover, dans le traitement de la maladie thromboembolique, a démontré que le dabigatran est aussi efficace et sûr que l'utilisation de la warfarine sans nécessité d'une surveillance biologique. Dans l'étude Relay, dabigatran 150 fois 2 par jour a diminué significativement le taux d'AVC par rapport aux AVK avec un risque similaire de saignement majeur. Le dabigatran 110 fois 2 par jour est similaire aux AVK en termes d'efficacité et diminue significativement le taux de saignement majeur. De ce fait, le dabigatran 150 est plus efficace et le dabigatran 110 a un profil de tolérance meilleur. Les uridines sont des inhibiteurs directs de la thrombine. On distingue la
L'hypirudine, c'est le réfluent. C'est une forme recombinante de l'uridine naturelle d'une demi-vie de 60 minutes si on l'utilise par voie intraveineuse, de 120 minutes si on l'utilisait en sous-cutané. Son extraction est rénale. Cette molécule est indiquée en cas de thrombopénie induite par l'héparine. La désirudine, c'est le Revasc, est également une forme recombinante de l'uridine naturelle administrée par voie sous-cutanée et indiquée dans la prévention de thrombose veineuse profonde après chirurgie orthopédique programmée, comme les prothèses de hanche ou de genou. La bivaluridine ou l'Angiox est un analogue synthétique de l'irudine dépourvu d'immunogénicité administré par voie intraveineuse des demi-vies de 25 minutes. Il est indiqué principalement lors des interventions coronaires percutanées à risque élevé. Ce tableau résume les caractéristiques pharmacocinétiques des principaux nouveaux anticoagulants, le rivaroxaban, l'apixaban et le dabigatran. Et cette diapositive résume l'ensemble des études menées avec ces trois molécules en chirurgie orthopédique. Le dabigatran a obtenu en mars 2008 l'AMM en première intention dans la prévention de la thrombose en chirurgie orthopédique majeure. La dose recommandée est de 220 mg par jour, soit de gélules de 110 mg en une seule prise, pendant 10 jours en cas de prothèse totale de genou et de 35 jours en cas de prothèse totale de hanche. À l'instauration de la voie orale, la posologie recommandée est d'une seule gélule prise 1 à 4 heures après la fin de l'intervention chirurgicale, à condition qu'une hémostase ait pu être obtenue. Dans le cas contraire, l'instauration du traitement doit être retardée à une posologie de 2 gélules une fois par jour dès le début. En cas d'insuffisance rénale modérée, les patients devront être traités avec prudence. La posologie sera réduite à 75 mg en dose d'attaque et 150 mg par jour en dose d'entretien. Cette même posologie réduite sera utilisée en cas d'administration concomitante d'amiodarone. Le traitement sera contre-indiqué lorsque la clairance de créatinine est inférieure à 30 ml par minute en cas d'insuffisance hépatique avec trouble de coagulation chez la femme enceinte ou allaitante et chez les patients sous clinidine. La dose recommandée est de 10 mg par jour de 8 à 10 heures après la fin de l'intervention chirurgicale. Le traitement sera contre-indiqué en cas d'insuffisance rénale, en cas d'insuffisance hépatique avec trouble de coagulation et chez la femme enceinte ou allaitante. Les interférences médicamenteuses sont nombreuses. On distingue les inhibiteurs comme la kétoconazole, le ritonavir et la clarithromycine, et les inducteurs comme la rifampicine et le phénobarbital. En conclusion, le paysage des traitements antithrombotiques est transformé par des molécules d'efficacité meilleure, de plus grande sécurité de prescription et de simplicité dans la surveillance. Ces perspectives sont intéressantes. Cependant, des questions nécessitent des travaux supplémentaires, tant sur le plan biologique, quel est le test de coagulation utilisable dans les situations d'urgence, pour quel anticoagulant, et que sur le plan clinique en particulier pour les populations à risque, comme les poids extrêmes, insuffisance rénale ou des sujets âgés. Je vous remercie.